Bonjour Olivier Grégoire. Bonjour. Vous êtes député de Paris, vous êtes député La République En Marche et vous êtes un des membres actifs de la campagne de Benjamin Griveaux pour les municipales, lequel a été accusé hier d'avoir commandé un sondage biaisé contre Cédric Villani sur les élections municipales. Dans 4 mois, jour pour jour, le sondage a été fait pour vous? Oui, enfin pour l'association de soutien à Benjamin Griveaux, comme c'est le cas en règle générale dans les campagnes électorales. Et donc il y a un biais? Et donc moi je suis très sereine. Vous savez, dans notre pays, on a une organisation assez simple pour les sondages. Quand un institut de sondage publie, il doit transmettre une notice méthodologique à la commission des sondages. Tout ça a été fait en bonne et due forme par Opinionway, l'institut que nous avons choisi pour faire cette étude. 2 choses importantes. Premièrement, laissons un peu le temps à la commission des sondages de répondre. J'ai vu que certains médias les avaient appelés hier soir, etc. Pas de panique à bord. Non, mais il y a une plainte quand même de Cédric Villani. Enfin, c'est une plainte. C'est un appel à lire de plus près. Je vous garantis, Monsieur Bétou, que c'est une chose extrêmement classique dans les études, donc j'y suis quand même relativement habitué. J'indiquerai 2 choses qui sont importantes à mon sens. Nous avons choisi un institut, celui-ci volontairement, pour 2 raisons qui nous semblaient importantes. D'abord, disposer d'un échantillon important, cet échantillon de 3000 personnes, qui est notamment critiqué par les équipes de Cédric Villani. C'est important pour nous d'avoir 3000 personnes plutôt que 1000. Deuxièmement, vous savez, il y a des pondérations dans tous les sondages. Eh oui, des pondérations, des redressements. Oui, je dis pondération volontairement, c'est la même chose que redressement. Mais une chose qui est importante, le seul institut à les publier, c'est Opinionway. Donc quand on est dans la transparence, on n'a pas vocation à être inquiet. Il y a un point sur lequel Cédric Villani vous critique. Il dit que le sondage intègre le fait que Benjamin Griveaux serait soutenu par le MoDem. Ça n'est pas le cas. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, excusez-moi, je ne suis pas conseiller d'État et je ne siège pas à la commission des sondages. Moi non plus. Donc, respectons les us et coutumes. Il y aura une réponse rapidement. Je respecte la commission des sondages. Ce que je tiens à dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, le MoDem est dans la majorité présidentielle. Et je tiens à préciser, l'Institut Opinionway l'a déjà dit, que lorsqu'il n'y a pas de candidat ouvertement MoDem contre un candidat En Marche, alors sur toutes les études, le MoDem est intégré dans la majorité présidentielle. Intégration, ça donne quand même un score, mais qui n'est pas formidable. 18%, derrière Anne Hidalgo, 19%. À 19%. Cédric Villani, lui, est à 12%. 18 et 12, ça fait 30. Oui. On est d'accord. Aux européennes, élection qui n'est pas forcément très parisienne, Emmanuel Macron a fait 33%. Pas terrible quand même tout ça. Écoutez, c'est drôle, je vais vous dire, parce qu'on a une Anne Hidalgo qui a moins de 20% en tant que maire sortante, et on demande à l'outsider Benjamin Griveaux de faire ses preuves. Alors moi, je trouve intéressant aussi qu'on regarde la position d'Anne Hidalgo. Vous avez 60% des Parisiens qui ne souhaitent pas qu'elle soit réélue, 6 Parisiens sur 10. Vous avez aujourd'hui une maire de Paris qui fait moins de 2 fois ce que faisait Delanoë en 2008. C'est assez intéressant, il était lui aussi face à une réélection. On a une Anne Hidalgo qui est quand même relativement faible, pour ne pas dire très faible. Moi, je suis beaucoup plus intéressé par cette réalité-là que par le fait qu'on demande en permanence à Benjamin Griveaux de faire ses preuves. Ce qu'il fait et ce qu'il fera. La faiblesse d'Hidalgo est très importante. Ce qui est frappant, c'est tout de même qu'il y a pas... Peut-être qu'il y a une faiblesse d'Anne Hidalgo, la force de Benjamin Griveaux n'est pas démontrée. Les programmes n'ont pas l'air de 18, 12, vous m'autoriserez qu'on est aussi en droit, et je crois que c'est le seul à pouvoir espérer faire un peu plus. Il y a aussi la liste de Pierre-Yves Bournazel, il y a aussi la liste de Gaspard Ganzer. Tous ceux-là qui ne sont pas encore chez vous. Oui, mais le seul qui peut faire plus dans cette liste, c'est Benjamin Griveaux. Olivier Grégoire, le programme n'a pas l'air de cranter. Pourquoi? Le programme est déroulé. C'est assez extraordinaire. Oui, d'accord, vous déroulez, mais il n'a pas l'air de cranter. Mais c'est le seul qui en présente un. Enfin, c'est extraordinaire. Le seul qui présente des mesures au quotidien, c'est faux. Je suis désolé. Moi, par exemple, le moratoire sur les travaux, on m'en parle. Par exemple, il a été tellement critiqué par pas que. Moi, j'étais encore sur le marché dimanche. Je suis désolé. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, notamment pour l'anglais dans les écoles, notamment pour les finances publiques. On fait des propositions et qu'on égrène au quotidien et dans lesquelles on embarque les Parisiens. Je voudrais quand même dire que c'est le seul aujourd'hui qui met des propositions sur la table. C'est facile de les critiquer. Mais en attendant, de l'autre côté, quelles sont les propositions de Cédric Villani? Quelles sont les propositions d'Anne Hidalgo, qui n'est pas en campagne? Elle n'est pas en campagne, comme chacun sait. Vous demandez à ça, c'est un peu flou quand même, vous me demandez à Cédric Villani de se retirer? Je ne demande rien à Cédric Villani. Je demande à Cédric Villani de considérer que la porte, la main est toujours ouverte et qu'elle le sera jusqu'au dernier moment. Emmanuel Macron devrait intervenir, mettre un peu d'ordre là-dedans? Je ne suis pas du genre à appeler au secours Emmanuel Macron. Secours, mais je crois que nous sommes qui siffle la fin de la compétition.
Je ne sais pas si on a besoin d'un arbitre. Ce qui est important, c'est que notre compétiteur ne fléchisse pas et que notre compétiteur continue à tenir la barre. Au moment où je vous parle, c'est aujourd'hui le seul qui est en mesure de porter une alternance à Paris. On parle un peu du pays, pas seulement de Paris. Emmanuel Macron, vous êtes vice-président de la Commission des finances. Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours que le débat sur les 3% de déficit était un débat d'un autre siècle. Ça vous va ? Alors j'ai beaucoup aimé la sortie parce que je la trouve intéressante. Elle est à double détente et ça ne nous a pas échappé. Premièrement, le débat des 3% est d'un autre siècle. Deuxièmement, l'urgence d'un budget européen. Je ne veux pas décorréler les deux mesures. Bien sûr, c'est facile de dire le budget de la France. Non, parce que je pense que les deux sont corrélés. Et l'Europe, c'est autre chose. Je pense que les deux sont corrélés. Sur les 3% de déficit de la France, c'est un débat d'un autre siècle. Je pense que c'est un débat, je ne sais pas s'il est d'un autre siècle, en tout cas c'est un débat qu'on doit se poser. Voilà. Il y a des signaux. Angela Merkel, qui est quand même un modèle on va dire de la rigueur budgétaire, et le Conseil des sages, vous savez ce que c'est en Allemagne, s'est exprimé il y a très peu de temps en disant que le déficit zéro était peut-être une ânerie en matière d'investissement. On est aujourd'hui en 2020 devant une compétition mondiale où, ne nous mentons pas, c'est pas avec nos petits bras et avec nos petits budgets nationaux qu'on arrivera au niveau des investissements américains ou chinois. Donc c'est pas une façon de me défausser, vous savez Nicolas Bétou. Quand je dis que c'est 3%, c'est un vrai débat, c'est parce que ça marche en même temps, pardonnez-moi, que cette urgence d'un budget européen qu'on porte en Europe, notamment Bruno Le Maire. C'est pas gênant de dire ça quand on est le seul pays à être au-delà des 3%? Non, c'est pas gênant quand on est le seul pays à avoir fait autant d'efforts depuis 20 ans pour maintenir le déficit en deçà. C'est aussi parce que, vous le savez comme moi, on est à 3,1 à cause de la transformation du CICE en baisse de charge. En tout cas, le cas échéant, on est à 2,2. Ça fait un peu bizarre, le mauvais élève de la classe qui dit les règles ne sont pas bonnes. C'est pas le mauvais élève de la classe. Quand on est à 2,2, on est beaucoup plus légitime que l'était le précédent quinquennat pour poser le sujet. Et je pense qu'on est légitime pour poser le sujet. On parle des retraites. On a aujourd'hui une menace de grève assez massive et puis une proposition du gouvernement dont on ne sait pas très bien où elle est, clause du grand-père, application immédiate, dilution dans le temps. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est que il est important, et ça a été dit et redit, donc pardon de le redire, qu'on ait plusieurs options sur la table. Il y a deux certitudes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas faire uniquement une baisse des pensions et on ne veut pas allonger la durée de cotisation. Donc je dirais qu'on sait ce qu'on ne veut pas. Bon. On a au milieu de ça des possibles, et notamment cette idée d'âge pivot qui a été portée par Jean-Paul Delevoye. On parle beaucoup du rapport du corps, mais donnez-moi le temps. Conseil d'orientation des retraites. Soyons précis, c'est un pré-rapport. C'est un pré-rapport. Demain, ce rapport est consulté avec les syndicats et Édouard Philippe voit les syndicats la semaine prochaine. Je pense qu'il y aura aussi des propositions des syndicats la semaine prochaine et j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver un équilibre. Je pense qu'elle est urgente. Est-ce que il y a un élément qui devient assez symbolique, c'est toujours pareil dans ces débats très complexes, il sort quelque chose qui devient iconique, la clause du grand-père. Est-ce que vous êtes favorable à cette clause du grand-père qui reporte l'application aux régimes spéciaux mais ça, vous voyez, uniquement à ceux qui viennent de rentrer à la SNCF? C'est une des difficultés. Alors je vais vous répondre, je ne me défausse pas, mais c'est une des difficultés. Oui, non, c'est pas à la hauteur du débat là-dessus. Moi je trouve que oui, non, comme ça, à sec. Bon, regardons les choses. Ce qu'il y a de sûr, oui pour certains, et ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis pour la clause, si ce n'est du grand-père, en tout cas des grands-parents. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui sont en droit aujourd'hui, dans les années qui viennent, à prendre une retraite paisible et prévue, ne doivent pas être déçus. Donc je suis sensible à ça. Après, c'est vrai que je vais laisser moi-même le débat se faire et nous prendrons les options qui nous seront offertes. Vice-présidente de la Commission des finances, je le redis, en tant qu'une partie de la dette des hôpitaux, le plan santé pour les hôpitaux, le plan d'urgence pour les hôpitaux sera présenté aujourd'hui par Édouard Philippe. Et on entend dire qu'une partie de la dette des hôpitaux, 30 milliards, sera transférée à la charge de l'État. Bonne idée? C'est une idée qu'on a déjà depuis un moment. Bruno Le Maire en avait parlé. Nous y sommes à la Commission des finances plutôt favorables. Tout ce qui contribuera à donner de l'air à l'hôpital est important aujourd'hui. Tour de passe-passe, on fait passer la dette d'un côté à l'autre. À la fin, c'est toujours les Français qui payent. Hein. Les Français et l'État, oui. Les Français et l'État. Mais d'un côté, on ne peut pas nous dire l'hôpital va mal et l'État ne peut pas ne pas investir. Aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard d'euros que nous avons mis depuis 6 mois uniquement, depuis l'été, sur le plan hôpital, notamment avec le plan urgence à 750 millions d'euros. Je rappelle aussi que ça fait plus de 10 ans qu'on n'avait pas augmenté les tarifs hospitaliers, 250 millions d'euros pour les hôpitaux. Il y a des efforts énormes qui sont faits. On a souvent dit sur l'hôpital comme l'école, vous savez, ce n'est pas une question de moyens. On a un courage aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a un problème de moyens. Mais là, il y a un problème de moyens. C'est juste qu'on transfère une dette et ça charge. Là, vous me parlez de la dette. Moi, ok, vous me parlez de la dette. Moi, je vous parle de ce qu'on injecte en plus pour l'hôpital. Je suis OK là-dessus. Je suis OK sur l'augmentation du budget de l'hôpital. Merci Olivier Grégoire. Merci à vous.